Bienvenue sur Budget Chéri, le podcast de tous ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur argent, aligner leurs dépenses avec leurs objectifs de vie et en finir avec le gaspillage financier et les excuses. Je m'appelle Delphine Pinon, je ne suis ni banquière ni comptable et pourtant j'ai réussi à économiser plusieurs milliers d'euros en un an avec ma méthode, donc si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Avant de démarrer, je voulais remercier tous les auditeurs qui m'ont écrit à la suite de l'épisode de la semaine dernière sur l'argent dans le couple qui vous a apparemment beaucoup plu. Je voulais citer le commentaire laissé par Karine1404 sur Apple Podcast qui dit tellement intéressant. Je suis tombée par hasard sur ce podcast en me renseignant sur le thème du budget, mais waouh, quel choc, j'adore et c'est très clair, simplissime pour moi, qui ai du mal avec les chiffres, des interviews passionnantes, je découvre petit à petit et je m'enrichis, rien de rébarbatif au contraire et c'est très lucratif, merci Delphine. Merci à toi Karine, surtout d'avoir pris le temps de laisser ce commentaire sur Apple Podcast. Je vous le dis souvent, mais laisser un commentaire sur cette plateforme, c'est très utile pour faire connaître le podcast à plus de gens. Et comme le chantait France Gall et comme je le mets souvent dans la newsletter, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. L'épisode du jour m'a été inspiré par les derniers messages que j'ai reçus en privé. Vous partagez avec moi vos difficultés financières, parfois vos dettes, le sentiment de culpabilité qui vous ronge et la charge mentale que ça représente pour vous. Et ce qui me frappe, c'est que ces messages viennent aussi bien de gens qui estiment bien gagner leur vie que de gens qui estiment galérer. Et dans les deux cas, les problèmes mis en avant sont similaires, c'est-à-dire du mal à résorber un découvert, du mal à mettre de l'argent de côté, et dans les deux cas, un sentiment est commun qui est celui de se sentir pauvre, d'être pauvre. J'ai eu beaucoup de mal à préparer cet épisode. Je savais pas comment traiter au mieux le sujet de la pauvreté. J'ai peur de pas être légitime. J'ai eu peur de heurter votre sensibilité, peur de véhiculer des préjugés. Mais il y a quelque temps, j'ai fait un pacte avec moi-même. J'ai décidé que la peur n'était pas une bonne raison pour ne pas faire les choses. Alors j'ai fait cet épisode et j'espère qu'il va vous plaire. Parlons de la pauvreté. La pauvreté, selon l'INSEE, concerne toutes les personnes gagnant moins de 60% du revenu médian français. Le revenu médian, c'est celui pour lequel 50% des Français gagnent moins et 50% des Français gagnent plus. Pour une personne seule, le revenu médian en 2015, mais il n'a pas beaucoup changé aujourd'hui, était de 1 692 € par mois. Une personne pauvre gagne donc 60% de ce revenu, soit 1 015 € par mois, au sens de la statistique économique évidemment. Et il faut savoir que 8,9 millions de Français vivent en dessous de ce seuil, soit environ 14% de la population, ce qui est évidemment énorme, mais ce qui est assez stable dans le temps. Mais moi je ne vais pas parler de la pauvreté au sens statistique dans cet épisode. Ce qui m'intéresse davantage, c'est de parler de la pauvreté relative, celle qu'on ressent et non pas celle des statistiques. On peut se sentir pauvre en dessous du seuil de pauvreté comme je l'ai dit, comme on peut très bien ne pas se sentir pauvre en gagnant 1 015 € par mois. On peut se sentir pauvre en gagnant le SMIC aussi, qui pourtant est au-dessus du seuil de pauvreté. Mais on peut aussi se sentir pauvre en gagnant 2 500 € par mois ou même 5 000 € par mois, il n'y a pas vraiment de chiffres référence. Ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend d'où on a placé sa propre barre de richesse et de sécurité financière. Ça dépend aussi de ses attentes personnelles qui peuvent parfois dépendre de notre milieu social par exemple. Si tout le monde dans ma famille est notaire ou médecin ou avocat, je vais me sentir particulièrement pauvre à gagner, mettons, 2 500 € par mois, peut-être dans un job que j'estime être moins prestigieux socialement par exemple. Ou avec 2 500 € par mois, je peux aussi me sentir pauvre si je vis dans une ville comme Londres, comme Hong Kong, comme San Francisco, où les niveaux de vie, et notamment les prix pour se loger, sont bien plus élevés qu'ici en France et même qu'à Paris. Le sentiment de pauvreté, ça dépend aussi de sa structure familiale. Si je suis seule, avec plusieurs enfants à charge et habitant dans la capitale, dans une grande ville, je serai relativement plus pauvre avec mes 2 500 € que si je suis tout seul dans une zone géographique beaucoup moins dense, en province ou en campagne. On peut aussi se sentir pauvre juste parce qu'on n'a pas mis d'argent de côté. C'était le cas, souvenez-vous, de Pierre dans l'épisode numéro 9 où il témoignait. Et puis on peut se retrouver pauvre aussi suite à un imprévu.
suite à un accident de la vie, suite à une perte de travail par exemple, et avoir une perte de revenus qui peut être passagère, mais qui n'est juste pas suffisante pour assurer son ancien train de vie. Et auquel cas, même si c'est passager, on peut se sentir particulièrement acculé ou encore une fois pauvre, juste de ce fait-là. C'est pour ça que j'aime bien parler de pauvreté relative ou de sentiment de pauvreté, et aussi parce que, vous le savez très bien, on est toujours le pauvre de quelqu'un. En définitive, ça peut arriver très vite. Une séparation, une perte d'emploi, une baisse de revenus quelconque, un client qui ne vous paye pas par exemple pour des indépendants. Et tout à coup, des choix financiers qui semblaient raisonnables dans le passé vous plombent dans le présent. Par exemple, le choix d'habiter à tel ou tel endroit, le choix de devenir propriétaire, le choix d'avoir 2 voitures, le choix de scolariser votre enfant dans le privé, le choix de partir en vacances à l'autre bout du monde, le choix de rester dans une entreprise où vous n'arrivez plus à évoluer. À un moment donné de votre vie, ce sont des choix qui semblent ok, qui semblent raisonnables, en tout cas c'est financièrement ok et vous pouvez assumer ces choix-là. Et un changement de situation peut rendre ces choix inconfortables, voire totalement disproportionnés ou voire totalement, on va dire même indécents ou vous mettre en difficulté, en tout cas gravement, sur le plan financier. Et dans une telle période, quand on se retrouve dans ces changements de vie un peu soudains, on n'est pas toujours en mesure de faire les bons choix et de prendre les décisions qui s'imposent, comme justement vendre cette voiture par exemple. Mais notamment parce qu'on ne sait pas si cette période va durer ou pas. Est-ce que la mauvaise passe n'est qu'une mauvaise passe ou malheureusement est-ce que ça va s'installer ? Donc quand tout va bien, eh bien effectivement c'est qu'une mauvaise passe, ça ne dure qu'un temps et on arrive à résorber si on a accumulé un déficit pendant cette période. En revanche, des fois, la période délicate se prolonge. Et là, on rentre dans les ennuis. Alors, c'est facile à dire après coup, mince, si j'avais su que ça allait durer, si j'avais su que j'allais rester au chômage 6 mois, si j'avais su que j'allais rester au chômage 2 ans, si j'avais su que j'allais avoir un accident qui allait m'empêcher de travailler pendant 3 mois, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas changé le matelas, j'aurais vendu la 2e voiture, on aurait réfléchi à 2 fois avant de scolariser les enfants dans le privé, etc. Donc les regrets arrivent, la culpabilité, les remords s'accumulent et en peu de temps, on ne pense plus qu'à ça. J'ai découvert en lisant un formidable livre intitulé Utopie réaliste d'un auteur néerlandais qui s'appelle Rutger Bregman. J'ai découvert grâce à son livre les travaux de Eldar Shafir, qui est psychologue à l'université de Princeton, et de Sendhil Mullainathan, économiste à Harvard, sur la psychologie de la rareté. Tous les deux nous expliquent qu'on se conduit différemment quand on perçoit une chose comme rare, ici l'argent. La rareté nous incite à nous concentrer sur ce qui nous manque immédiatement. Donc la vision à moyen terme et à long terme passe complètement à la trappe. Concrètement, les 2 chercheurs expliquent que toute ce qu'ils appellent notre largeur de bande passante, c'est-à-dire notre disponibilité intellectuelle ou disponibilité mentale, est accaparée par la résolution de ce problème de rareté. C'est-à-dire trouver de quoi payer son panier de courses au supermarché, trouver de quoi partir en vacances cet été, trouver de quoi se générer un complément de revenu, trouver de quoi payer la cantine des enfants, trouver de quoi offrir des cadeaux à Noël, etc. Shafir dit même « la rareté nous consume ». C'est comme quand on est constamment occupé dans son travail, qu'on court après le temps, qu'on a le sentiment d'en manquer cruellement pour accomplir les tâches de son job, tout simplement, mais aussi toutes les tâches qui vont de sa vie personnelle, les activités avec la famille. Et le manque de temps peut devenir si aliénant qu'on en finit par négliger son repos, avec des conséquences sur la perte en efficacité au travail, on devient irritable, on oublie des choses, on devient hypersensible, etc. En gros, on perçoit le temps comme une chose rare, on devient obsédé par ça, on n'a plus de bande passante, de faculté mentale finalement à penser les choses correctement, donc on s'installe dans un cercle vicieux où on aggrave la situation. Parce qu'on n'a pas de temps, on essaye d'en faire un maximum de choses, on ne se repose même plus,
Et en fait, on devient encore moins performant dans son travail, mais on a toujours autant de travail à faire dans le même temps. Donc la situation, de fait, s'aggrave. Et avec la pauvreté, c'est la même chose, sauf, et le sauf n'est pas un petit sauf, que le sentiment de rareté face à la pauvreté, ça ne cesse jamais. Il n'y a pas de répit. Moi, j'appelle ça la charge mentale. La charge mentale liée à ces difficultés financières est liée au sentiment de rareté de l'argent. La charge mentale, c'est tout le temps qu'on passe à penser à une seule et même chose, en l'occurrence ici l'argent. Notre cerveau, notre esprit, notre temps est dédié à cette seule et même préoccupation qu'est l'argent. Et pendant qu'on fait ça, on fait rien d'autre. On ne pense à rien d'autre. Pour faire une analogie, une autre, pensez par exemple à un fumeur qui essaie d'arrêter de fumer. Pendant la période où il a pris cette décision, où il a commencé à arrêter, il a proposé les premiers actes, il va passer un temps considérable de sa journée à penser à la clope, à penser à lutter contre ses envies de fumer, à élaborer des stratagèmes pour ne pas avoir à rejoindre ses collègues à la pause clope, à faire du sport pour compenser, à essayer de pas trop compenser en mangeant, à lutter contre ses démons intérieurs, à se motiver, etc., etc. Et avec l'argent, qu'est-ce que ça donne ? On peut par exemple avoir envie ou besoin de regarder ses comptes sans arrêt. Ça, c'est symptomatique d'une charge mentale élevée. On peut être très irritable et très frustré de la façon dont son conjoint dépense son argent. On a vu ça dans l'épisode de la semaine dernière sur l'argent dans le couple. On peut aller faire ses courses avec la boule au ventre, être angoissé d'ouvrir sa boîte aux lettres, être angoissé d'avoir à répondre à ses enfants, notamment sur des sollicitations financières, l'argent de poche, etc. Ou avoir à faire face à des sollicitations d'amis pour sortir, pour aller boire un verre, pour aller au bowling, etc. Ça peut aussi tout simplement, cette charge mentale, c'est se demander sans arrêt comment est-ce qu'on va faire pour boucler les fins de mois. Ou si ce mois-ci, on va enfin pouvoir mettre un peu d'argent de côté. En gros, ça peut s'immiscer dans plein d'aspects de notre vie et l'argent devient vraiment un sujet de préoccupation majeur et à chaque fois que ce sujet est abordé, le stress augmente. Le sentiment de rareté dont parle Shafir est largement amplifié quand nos attentes sont en décalage total avec nos situations financières réelles. Si par exemple je gagne le SMIC et que j'habite à Paris, mais que j'aspire à avoir une grande maison à bord de mer, pourquoi pas avec piscine, pour y vivre avec ma famille, je vais me sentir encore plus en stress de ma situation actuelle. Et je vais y penser. Et je vais y penser constamment. Et il y a un autre phénomène qui amplifie cette charge mentale, c'est le regard qu'on porte sur soi et on en a déjà parlé. C'est la honte, c'est la culpabilité, c'est la gêne, c'est la honte de ne pas savoir gérer son argent, la culpabilité d'avoir pris ces fameuses soi-disant mauvaises décisions par le passé. Et ces sentiments sont eux-mêmes amplifiés par le regard des autres. Il y a dans la société une forme de culpabilisation ou de condescendance à l'égard de ceux dont on pense qu'ils gèrent mal leur argent. Du coup, chacun s'octroie un droit de regard sur la façon dont on le dépense. Et donc, si tu es considéré comme pauvre, au sens où tu n'arrives pas à mettre de l'argent de côté, eh ben c'est ta faute. C'est ta faute parce que tout simplement, tu sais pas gérer ton argent, que tu en fais n'importe quoi, que tu le dépenses n'importe comment, blablabli, blablabla. Moi, ce genre de posture, ça a le nom de m'énerver. Pourquoi ? Parce que ça stigmatise des gens juste parce qu'ils ne savent pas quelque chose. Ils ne savent pas faire quelque chose. Et donc, au nom de « tu devrais savoir, tu ne sais pas, donc t'es nul ». Et on croit toujours que gérer son argent, s'assurer de ne pas dépenser plus que ce qu'on gagne, etc., ça devrait être inné. Je le dis tout le temps ici. Non, ce n'est pas inné. C'est un savoir comme un autre, c'est un savoir qui s'apprend et en l'occurrence qu'on n'apprend pas à l'école. Donc, des gens qui ont des difficultés à gérer leur argent, eh bien, on en trouve. On en trouve de plus en plus et on en trouve dans tous les milieux sociaux et à tous les niveaux de revenus. N'importe quel banquier ou professionnel de la finance vous le dira. Et c'est pas le témoignage de Pierre de l'épisode 9 qui dira le contraire. Oscar Wilde disait « Il n'y a qu'une classe qui pense davantage à l'argent que les riches, ce sont les pauvres ». Et il avait bien raison, mais si la citation, elle, prête à rire, la réalité, elle est
elle est pas aussi drôle, elle est beaucoup moins drôle. Parce que cette charge mentale ou cette saturation mentale liée à l'argent, elle a des conséquences très négatives sur nous, très négatives. L'auteur néerlandais Rutger Bregman, dont je vous ai parlé en début d'épisode, a publié en juin 2016 un article polémique, où vous allez comprendre pourquoi, qui s'intitule « Pourquoi les pauvres prennent d'aussi mauvaises décisions ?» Donc évidemment, le titre est hyper polémique. Dans cet article, en fait, Bregman explique que par manque d'argent, et à force d'être accaparé par des impératifs financiers de maintenant, c'est-à-dire régler les factures, finir les fins de mois, remplir un panier de courses, notre bande passante intellectuelle, mentale, elle est saturée. Et cette saturation a un impact énorme sur nos capacités cognitives. C'est le cas qu'on ait toujours connu la pauvreté, enfin, encore une fois, qu'on ait toujours connu la pauvreté ou que ce soit toujours senti dans la pauvreté ou que ce soit nouveau pour nous. Et l'impact sur nos facultés cognitives est, qui plus est, durable. De sorte qu'on est moins à même de prendre des bonnes décisions pour soi à moyen et à long terme. Cela explique notamment pourquoi les statistiques montrent que plus les revenus d'une personne sont faibles, plus la probabilité est forte que cette personne fasse, par exemple, moins de sport, qu'elle fume davantage, qu'elle mange moins sainement, qu'elle emprunte plus, qu'elle économise moins, etc. Ce que Bregman appelle les mauvaises décisions. Mais ça, effectivement, ce sont les statistiques qui le mettent en avant. Plus les revenus sont faibles, plus on aura tendance à aller vers ces comportements qui sont désignés comme de moins bonnes décisions ou de mauvaises décisions. Gérer son argent ou faire un budget, c'est faire un arbitrage constant entre les besoins ou les envies de maintenant, du moment, et ceux du futur. Et donc déjà qu'on a tendance, tous autant qu'on est, à privilégier la satisfaction immédiate de nos besoins ou de nos plaisirs, mais c'est encore plus vrai quand il est difficile, voire quasi impossible, de se projeter, comme c'est le cas quand la charge mentale est trop élevée, quand on est trop préoccupé ou accaparé par les préoccupations financières du moment. Les gens qui éprouvent de la rareté sont doués pour résoudre les problèmes à court terme. Le problème, en fait, se pose à plus long terme, quand il s'agit de trouver une solution durable dans le temps. Par exemple, cette histoire de bande passante peut notamment expliquer pourquoi, et malgré des difficultés financières réelles, pourquoi autant de potentiels bénéficiaires ne demandent pas leurs aides à l'État. On estime que c'est 30 à 40% de bénéficiaires qui ne font pas cette démarche. Cette bande passante saturée, elle explique aussi pourquoi il est si difficile d'épargner. Parce que épargner, c'est penser à long terme et qu'on n'est pas dans cet état d'esprit. Ça explique aussi pourquoi il est si difficile de tirer le meilleur parti, par exemple, d'une offre de formation, une offre de formation Pôle emploi par exemple, et donc de sortir d'un cercle de petits boulots, ou de chômage, boulot, ou d'intérim, chômage, etc. Parce que, encore une fois, ça demande de se projeter dans une autre voie possible. Est-ce que je vais être capable de faire autre chose que le métier que je fais depuis tout le temps, que de passer de petit job en petit job? Ça pose la question de la valeur de soi, ça pose la question de l'énergie qu'on est capable de mobiliser, ça pose la question de plein de choses, et malheureusement on n'a pas toujours on n'a pas le temps disponible pour se poser ces questions. D'où cette citation de Bregman qui est magique tellement elle semble évidente mais qu'il faut en même temps rappeler. La pauvreté, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'argent. En d'autres termes, on n'est pas pauvre parce qu'on est bête de ne pas savoir gérer son argent, bête de ne pas savoir dépenser moins que ce qu'on gagne. Non, on est pauvre parce qu'on manque d'argent. Voilà, tout simplement. Et c'est essentiel à comprendre pour apaiser sa charge mentale. Pour commencer à se débarrasser des sentiments négatifs qu'on accumule quand on a l'impression qu'on est nul, qu'on se sent pauvre. Parce qu'encore une fois, il y a cette fausse assimilation, ce faux rapprochement qu'on fait entre le fait d'être pauvre et donc le fait que ce soit de sa faute. Et donc on s'accable, tout simplement. J'aimerais vous inviter à faire un exercice de projection pour que vous compreniez vraiment ce que c'est que cette histoire de charge mentale.
Imaginez que vous amenez votre voiture chez le garagiste. Votre voiture, vous en avez besoin tous les jours parce que vous vous déplacez pour aller au travail. Peut-être même que c'est votre outil de travail parce que vous êtes taxi, parce que vous êtes VTC, parce que vous êtes commercial, parce que vous êtes infirmier ou infirmière libérale, etc. Donc maintenant, imaginez-vous qu'en allant récupérer votre voiture chez le garagiste, il vous annonce que vous devez payer 200 € de réparation. Bon. Comment est-ce que vous vous sentez? Le stress, il est comment? Faible? Moyen? Ok, je pense qu'on va rester à peu près dans ce genre de considération pour des dépenses de 200 €. Ok. Maintenant, imaginez-vous que ce même garagiste vous dise « J'ai dû tout changer, vous en avez pour 10 000 €. 10 000 €. Est-ce que vous n'êtes pas en état de choc? Est-ce que vous allez tranquillement retourner travailler et mettre cette histoire de 10 000 € de côté? Est-ce que vous allez penser à ça toute la journée, toute la soirée, tout le week-end, voire plus? Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez garder la même efficacité au travail, la même disponibilité à votre conjoint et à vos enfants le soir en rentrant? Est-ce que vous pensez par exemple que vous avez la disponibilité pour vous préoccuper des réservations que vous allez faire pour les vacances d'été? Est-ce que c'est le bon moment? On vient de vous annoncer que vous allez devoir dépenser 10 000 € de réparation pour votre voiture. Est-ce que ce soir-là, vous avez envie de penser aux vacances de cet été? C'est ça la bande passante saturée, c'est exactement ça. Vous n'avez plus la place pour fonctionner correctement dans votre quotidien et pour penser à d'autres choses. Et notamment quand ces choses-là vous invitent à vous projeter, comme là sur les vacances d'été, par exemple. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous parez au plus urgent et votre impératif, il est de trouver un moyen de financer ces 10 000 €. Est-ce que je vais faire un prêt? Mais quelles conséquences ça va avoir sur ci, sur ça? Sur quoi je vais devoir me serrer la ceinture, etc. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je vais pas devoir revendre mon véhicule? Bref. Et du coup, vous êtes dans le maintenant et tant pis pour les lendemains qui chantent, ou en l'occurrence là, qui déchantent, quoi. Il se réfère, Rutger Bregman, il se réfère à la théorie de la rareté, celle dont on a parlé tout à l'heure, pour expliquer que la rareté financière perçue, je dis bien perçue, c'est important, peut réduire nos capacités cognitives au point de nous faire prendre ces fameuses mauvaises décisions ou de nous empêcher de prendre des bonnes décisions. Donc, comment on fait pour alléger sa charge mentale? Puisque du coup, c'est un peu l'objectif quand même. Le problème, c'est que cette histoire de charge mentale, elle ressemble un petit peu... c'est un cercle vicieux, vous l'aurez remarqué, elle ressemble un peu à l'histoire de l'œuf et de la poule. Est-ce que je suis stressée parce que j'ai l'impression de ne pas avoir assez d'argent? Ou est-ce que c'est parce que j'ai l'impression de ne pas avoir assez d'argent que je me sens aussi stressée? Est-ce que je dois m'attaquer aux symptômes, le stress, ou à ce que je pense être la cause du stress, c'est-à-dire mon manque d'argent? Et comment est-ce que je fais ça? Et puisque le manque d'argent m'accapare, à ce point que je n'arrive plus à consacrer de temps ou d'énergie à faire autre chose, est-ce que je vais pouvoir me sortir de cette situation de manière durable? Donc comme tout cercle vicieux, il faut réussir à le briser. Et c'est pas simple, et ça commence par une prise de conscience, évidemment. Donc si vous êtes en ce moment en train d'écouter le podcast, évidemment, vous êtes sur la bonne voie. Mais comment on fait? Moi, je crois que je suis pas thérapeute, je suis pas psychologue, je suis pas coach, je crois juste qu'il y a des ouvertures. Je crois qu'il y a des moments où cette charge mentale, elle diminue un peu. On n'est pas toujours constamment en saturation. Il faut réussir à profiter de ces moments de répit. Par exemple, juste après avoir remboursé une échéance de prêt, parce qu'on se sent bien, ou après avoir payé une facture qui traîne, après avoir réussi à épargner un petit peu plus que d'habitude, 10, 20, 30 €, ne serait-ce que ça, et profiter de ces petits moments de victoire pour ouvrir une porte de sortie vers une solution à plus long terme. Pour que ce sentiment de rareté, et des fois c'est pas qu'un sentiment, faut quand même se le dire aussi, parce que quand on est endetté et que ça dure, c'est pas qu'un sentiment la rareté. Mais en tout cas, pour que cette situation qu'on veut régler,
elle ne s'installe pas dans le temps et que ça ne revienne pas le mois prochain, ou en tout cas pas aussi vite ou pas de manière aussi intense. C'est dans ces moments en fait de victoire, de soulagement que, à mon sens, vous pouvez trouver le courage déjà de demander de l'aide, par exemple, de remplir une demande auprès d'un organisme d'État ou demander de l'aide à son entourage ou à une association, ou vous pouvez trouver la motivation pour, par exemple, mettre fin à des habitudes problématiques. On parlait du fait de fumer, problématique pour sa santé et problématique pour son portefeuille. Donc utiliser une petite victoire pour sauter vers une deuxième petite victoire, quoi. C'est aussi dans ces moments-là qu'il faut en profiter pour vraiment remettre à plat les fameux choix de vie dont je parlais. Les fameuses grandes décisions du passé qui ne sont plus d'actualité mais qui vous polluent. Qui vous polluent aujourd'hui parce qu'elles plombent totalement votre esprit et votre porte-monnaie. Hein. Et quand on veut faire ça, j'ai tendance à dire qu'il faut essayer d'être un maximum dans l'arbitrage et non plus dans le renoncement. Parce que vous choisissez ce qui est le mieux pour vous à cet instant. Ce qui était le mieux pour vous hier, c'est pas forcément ce qui est le mieux pour vous aujourd'hui. Et c'est peut-être pas juste pour vous ou raisonnable de vouloir prolonger une situation du passé, peut-être par nostalgie, peut-être par désir, on veut pas lâcher, quoi. On se dit non mais ça va revenir, un peu comme un joueur qui dit je vais me refaire, quoi. Mais en attendant, la seule chose qui se passe, c'est que vous vous sentez prisonnier de décisions du passé, et ça, c'est pas juste pour vous, quoi. Donc, objectif, moins de dettes, plus d'épargne, et surtout moins de charge mentale. Dans la méthode que j'ai rédigée, vous trouverez des ressources pour vous aider à faire tout ça, pour vous aider à faire vos arbitrages entre maintenant et le futur, ou entre plusieurs choses de maintenant, pour vous aider à reprioriser vos choix de vie. Il y a ceux que vous aviez fait sur le passé, et puis il y a vos priorités de maintenant. Et puis essayer de les faire surtout de la manière la plus indolore possible pour pouvoir reprendre le contrôle de vos finances personnelles à un moment donné, quoi. Si vous avez envie de vous intéresser à ce sujet, rendez-vous sur budget-chéri.com pour en savoir plus sur la méthode. Voilà, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Sachez que, en complément de cet épisode, je suis en train de préparer un épisode sur le surendettement avec une invitée. C'est une suggestion de thème d'ailleurs qui m'a été faite par un auditeur, qui m'a été faite par Sylvain, qui est passé par le site internet pour me faire cette suggestion. L'épisode sera en ligne fin mars, donc dans un peu plus d'un mois, voire même début avril. Je ne suis pas encore complètement calée sur mon calendrier. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous rendre sur Apple Podcast, à laisser une note ainsi qu'un commentaire 5 étoiles. Ça améliore grandement la visibilité du podcast et puis surtout, ça permet à d'autres de le découvrir. Et sachez que je le dis pas à chaque fois, mais vous pouvez m'écrire directement à l'adresse delphine@budget-chéri.com. J'adore lire vos messages et surtout, je consacre du temps pour y répondre toujours. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.